Alors, ceci, de Filiconi suivant, ceci est une huile sur panneau, panneau de tilleul. Alors ça a son importance, mais bon, ça a son importance pour essayer de comprendre d'où provient cet objet, mais c'est très compliqué. Qui est un petit panneau. C'est un petit panneau, évidemment j'ai oublié de noter les dimensions, mais je crois que c'est 34 cm sur 55. C'est un petit panneau donc sur bois, qui est un panneau non daté, non signé, et qui aujourd'hui est conservé à la National Gallery de Londres et qui est attribué à un des plus grands peintres siciliens qui s'appelle Antonello da Messine. On estime, c'est très compliqué, c'est une hypothèse, on est en mesure de dater ce tableau aux alentours de 1474. Alors ça reste une information, je vous rappelle que les dates d'Antonio da Messine, il naît en 1430 et il meurt en 1479, ce qui voudrait dire que ce tableau est un tableau de la maturité de Messine, ce qui est assez logique sur la maîtrise assez délirante de cet objet. Cet objet a un titre, le titre de cette peinture, qui est un titre qui a été donné tardivement, hein, mais c'est Saint-Antoine en son étude. Donc ça représente un des pères de l'Église, Saint-Antoine, que vous voyez évidemment ici. Il est représenté dans un studiolo, et le studiolo prend acte dans un dispositif architectural qui est lui-même encadré par encore un autre dispositif architectural. Alors, c'est un tableau qui est complexe parce qu'il a fait couler énormément d'encre depuis très très longtemps. Alors, je vous épargne les histoires très complexes de savoir comment il a été daté, pourquoi on le date, et notamment par exemple sur la fameuse hypothèse que, enfin pas l'hypothèse, le fait qu'il soit sur un panneau de tilleul. Le tilleul se trouve quasiment peu ou pas en Sicile. Il supposerait donc que ce soit plutôt quelque chose qui était fait durant le séjour vénitien d'Antonio da Messine, probablement. Du coup, ça ne correspond pas aux dates de 1474. Donc tout ça est un grand bordel. On en reste sur l'idée que, voilà, voilà, on va affirmer que c'est quand même Antonio da Messine. On va continuer cette idée-là et on va essayer de comprendre comment se structure ce tableau et comment il fonctionne. C'est un tableau qui est très compliqué et je vais essayer de vous en proposer deux interprétations. Une interprétation relativement historique et puis je vais vous en proposer une interprétation totalement non historique. Et puis on va voir ce qui se passe, on va voir comment ça se structure. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que vous avez donc trois niveaux dans ce tableau. Vous avez un premier niveau qui est l'encadrement. L'encadrement qui comprend un certain nombre d'éléments. En tout cas, il y a 4 éléments symboliques dans l'encadrement, ici et 3 qui sont ici. Puis ensuite, vous avez une deuxième structure qui est le fond avec le bâti, qui comprend aussi un nombre assez incommensurable d'éléments symboliques. Et vous avez enfin au centre le studiolo, l'étude au sens propre, et qui comprend elle aussi un certain nombre d'objets extrêmement compliqués à décortiquer pour arriver à comprendre comment ça se passe. Alors, la première chose que je vais essayer de vous montrer, c'est la structure du tableau. Alors voilà à quoi correspond la structure du tableau. Vous avez ici, en ce point, vous avez le centre officiel du tableau qui est fait à partir de la structure même du tableau. Vous avez ensuite un point qui est juste en dessous, qui est le centre de l'encadrement du tableau, celui que vous voyez ici. Puis ensuite, vous avez un centre qui est le plus bas, qui est le centre qui correspond à la structure du studiolo. Et entre les deux, vous avez un point qui correspond au point de fuite. C'est-à-dire, si on suit les lignes qui sont établies dans la perspective avec les matonnelles et du sol, vous obtenez un point de fuite qui est ici. Vous obtenez donc 4 points de fuite, 4 points centraux du tableau qui découpent le tableau en 3 bandes très précises à l'intérieur duquel vont se déployer en fait la plus grande partie des éléments symboliques du tableau. Ce qu'il faut remarquer, c'est que vous avez les points, les traits noirs, ça représente donc ce qui pourrait être un point de fuite, hein, qui partent en fait de la perspective des matonnelles du sol. Et vous avez les 4 traits rouges qui sont extrêmement importants pour comprendre la fonction du tableau. Les 4 traits rouges suivent les ombres qui sont portées sur le truc. Ce qui est fondamental dans ce tableau, c'est de comprendre que vous avez 2 carrés, 2 grands carrés, c'est-à-dire celui qui tient ici et le carré, enfin deux grandes structures, on va dire un grand rectangle qui est l'encadrement et un carré qui est le studiolo, et vous avez
quatre origines de la lumière qui en fait vous modulent la totalité de votre regard. C'est-à-dire que la structure du tableau est très autoritaire. Vous avez un rectangle dans lequel vous mettez un carré, et pour autant, le tableau est totalement délirant parce que la lecture de la lumière vous oblige en fait à diriger votre regard dans des formes différentes et dans des sorties. Et entre autres, deux objets qui sont extrêmement importants à comprendre, dont on reparlera tout à l'heure, c'est que si vous suivez donc l'ombre qui est ici, l'ombre qui vient ici, l'ombre ici, vous avez ça vient de devant et ça sort de derrière, c'est-à-dire que l'image est représentée au centre d'un dispositif de lumière, et ça vous permet de comprendre que cette structure carrée qui est très autoritaire au centre, elle est étriquée entre deux dispositifs qui sont cette galerie qui est ici, et cette sorte d'extension complètement étrange du studio low qui est posée en suspension à l'intérieur du dispositif général. Donc une fois que vous avez compris ça, on a cette structure à laquelle il faut rajouter d'autres structures, qui est la structure des ouvertures. Hein, vous savez, ça, on date. Alors, cette fenêtre, on s'y attardera tout à l'heure un peu plus. C'est la fenêtre que vous avez sur la partie droite. Cette fenêtre, elle a une croisée au centre, de manière très traditionnelle. Cette fenêtre est sur le paysage. Cette fenêtre, elle a un format qui est très particulier, enfin pas particulier, elle a un format qui est reproduit ici de deux matières, c'est-à-dire que les deux fenêtres qui sont de l'autre côté sur la droite ont exactement le volume des deux quarts de la première fenêtre. Et ces deux fenêtres, on zoomera encore tout à l'heure, elles ont quelque chose d'autre, c'est-à-dire elles disent encore quelque chose d'autre sur le monde, et on verra comment ça se construit. Le modèle de la fenêtre ici est exactement le même sur sa base que les trois fenêtres qui sont sur le dessus. Ça forme la même base, elles sont juste plus étendues. Et là, il y a deux commentaires extrêmement importants à faire. C'est que le premier commentaire, c'est que ces fenêtres donnent évidemment exclusivement sur le ciel. Donc, c'est assez simple de le comprendre et on verra la position des oiseaux à partir de ça. Vous remarquez une chose qui est fondamentale si on fait le truc, la perspective, de la structure du tableau. Vous remarquerez, et c'est impossible qu'Antonio da Messine se soit planté à ce point-là parce que tout le tableau est d'une rigueur absolue, c'est-à-dire que la fenêtre est absolument pas centrée. C'est-à-dire que le centre du tableau ne tombe pas sur la colonnette gothique de la fenêtre, mais comme par hasard, et vous le voyez avec une justesse absolue, sur quoi ça tombe? Ça tombe sur un oiseau. Et là, à partir de ça, vous avez la traditionnelle figure de la représentation du Saint-Esprit, comme vous avez dans les traditionnelles annonciations, qui pourrait être représentée par une colonne, mais là, effectivement, le centre du tableau passe officiellement bien par un oiseau en vol, qui pourrait être la représentation du Saint-Esprit. Et la dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est que le format de cette chose, donc ça c'était le troisième niveau, c'est-à-dire premier niveau sur un type de paysage, deuxième niveau sur un deuxième type de paysage, troisième niveau sur le ciel, et vous avez un troisième niveau, c'est que cet objet, vous le prenez, vous la twistez de 45 degrés, ça vous donne exactement ça. C'est-à-dire que la quatrième fenêtre, c'est exactement la même forme. La quatrième fenêtre, c'est le rayonnage de la bibliothèque. C'est-à-dire que vous avez à partir de ça une lecture qui est très simple, qui est assez jubilatoire du tableau. C'est-à-dire que ce tableau présente quatre formes de fenêtres sur le monde. Une fenêtre qui est ici sur le monde. Alors vous le verrez, j'essaierai de vous montrer une image plus précise que ça parce qu'elle est trop pixelisée celle-ci. Une image sur un monde qui est un monde non construit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'humanité ici. Une image sur un monde très construit, on essaiera de comprendre tous les détails qui sont à l'intérieur de cette chose. Une fenêtre qui est un niveau métaphysique puisque c'est une fenêtre sur le ciel et les oiseaux. Et la quatrième fenêtre, c'est celle du rayonnage de la bibliothèque. Toutes les fenêtres sont sur le même modèle, c'est-à-dire qu'elles sont exactement construites sur le même rapport. Celle-ci, c'est un rapport un quart par rapport à celle-ci. Celle-ci, c'est la même base, mais plus étirée. Et celle-ci, c'est exactement la même base que la base du rayonnage de la bibliothèque. Donc il y a une structure complète qui se fait du tableau à partir de ça. Alors, une fois qu'on a compris toute cette petite chose, l'idée, c'est d'arriver à entrer
à entrer dans le tableau. Donc, premier niveau, il y a donc 3 niveaux. Premier niveau, c'est l'encadrement. Et l'encadrement vous présente 4 objets, c'est-à-dire que vous avez en haut de la structure architecturale, vous avez ici une acanthe, ok. Et ici, vous avez 3 éléments, vous avez une perdrix, un pan et un bol en cuivre. Alors la question, c'est d'arriver à comprendre déjà ce que pourraient bien signifier tous ces éléments qui sont posés sur le rebord. Donc ça veut dire que c'est sur le rebord, ça veut dire que ce que vous voyez n'est pas une indication pour la représentation, c'est une indication pour la spectatrice ou le spectateur. C'est-à-dire c'est la première chose que vous regardez quand vous entrez dans le tableau, c'est-à-dire c'est le cadre qui vous fait entrer dans la représentation et qui vous dit des choses. Ce cadre, il veut vous dire 4 éléments. Le premier élément, c'est l'acanthe. Alors l'acanthe, c'est un motif qui appartient à l'Antiquité, donc ça veut dire que c'est un signe vers la mesure de l'Antiquité et vers la richesse de l'architecture de l'Antiquité. Il faut se souvenir aussi qu'en grec, akantha, ça veut dire l'épine, ça veut dire la piqûre, et qu'acanthe, l'acanthe, c'est la figure qui est la feuille et la plante qui est systématiquement associée à Apollon. Donc c'est à la fois une mesure, une manière de signer très fortement le tableau du côté d'un dispositif esthétique. Sinon, il y aurait autre chose. Tu mets éventuellement une pomme de pin qui a une valeur beaucoup plus métaphysique, mais là, tu mets une pomme d'acanthe, un pommeau d'acanthe, et là, on est sur quelque chose qui renvoie directement à une dimension beaucoup plus esthétique qu'une dimension métaphysique. Ensuite, vous avez donc la question de cette margelle, qui est donc typique de tous les systèmes de Renaissance au XVe siècle. Vous les avez dans quasiment tous les tableaux, les annonciations, etc. Vous avez cette marche, qui est une manière en fait de faire rentrer la spectatrice et le spectateur dans un dispositif. C'est une sorte de seuil qui vous dit attention, il y a une représentation derrière, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc vous avez 3 indices pour ce seuil. Vous avez l'indice de la perdrix. Alors la perdrix, c'est compliqué, ça m'a bien causé du problème, cette question d'indice de la perdrix, jusqu'à ce que je découvre au fur et à mesure de recherche, etc., que la perdrix est un symbole très compliqué, et entre autres, c'est un symbole de la tentation. La perdrix représente la tentation, et représente... alors on verra que c'est confirmé par un autre symbole à l'intérieur du tableau, mais que ça représente effectivement la tentation et l'instabilité. Ensuite de ça, vous avez un pan au centre, alors qui est une fonction très dialectique, puisque le pan, c'est évidemment dans la vision chrétienne, c'est une figure de l'incorruptibilité et de l'imputrescibilité. Le pan est l'animal de cette chose qui est incorruptible, et en même temps, le pan, c'est la figure qui revient systématique, la figure de la vanité et de la gloire. Donc il se trouve à l'orée du tableau comme une sorte de champ dialectique à vous dire attention, il y a toujours ce champ précisément pour Saint-Antoine, toujours ce champ de la bascule du côté de la gloire, alors qu'il faudrait au contraire aller vers la mesure de l'incorruptibilité. Et ensuite, le dernier qui est la vasque en cuivre. Alors le cuivre, ça c'est pas compliqué, c'est assez simple. Le cuivre est utilisé depuis toujours pour ces questions-là, depuis les antiques jusqu'à la pensée chrétienne. La vasque en cuivre est un double signe, c'est à la fois le signe du symbole de la purification, c'est-à-dire le fait d'une nécessité de purification qui commence au moins par un lavage, et la question de l'usage domestique qui est extrêmement importante pour la question de la piété et la question d'un rapport à une humanité matérielle. Donc ça, c'est les premiers signes qui vous viennent, c'est ces 4 premiers signes qui vous construisent un rapport à l'image. Ensuite de ça, vous avez le deuxième espace qui est le fond, à partir duquel, depuis lequel vous allez avoir le studiolo. Alors, dans ce fond, il y a énormément de choses qui vont se détailler. La première chose que vous allez voir dans ce fond, c'est le sol couvert de matonnelles avec des motifs géométriques. Bon, alors il n'y a pas grand-chose à dire sur ce sol, si ce n'est qu'évidemment, pour le XVe siècle, c'est une sorte de signature de la virtuosité, une signature du grand talent de perspectiviste. Vous avez la même chose, vous regardez à 10 ans près, vous avez la très fameuse annonciation de Crivelli avec le cornichon. C'est pareil, Crivelli va développer à l'infini des matières et des matiérages avec une perspective pour montrer qu'il est un génie absolu de la perspective. Ça, c'est pas compliqué. Ensuite, il y a la galerie sur la gauche qui permet en fait une déconstruction du regard, puisque ça vous oblige à aller tirer le regard vers la gauche, et c'est une sorte de point qui permet d'ancrer le studio à la fois possiblement sur la structure architecturale du bâti et sur la structure de la représentation.
Vous avez sur la côte, de manière générale, la structure que vous repérez avec la galerie qui est ici et l'ensemble des dispositifs. Vous avez un système général qui est donc un bâtiment gothique avec une galerie. Et donc vous oscillez entre deux choses, entre la possibilité que ce bâtiment soit un bâtiment religieux et qu'en même temps que ce bâtiment puisse être un bâtiment séculaire avec la galerie qui est ici. Il y a donc une oscillation entre les deux, l'architecture gothique qui vous induit, qui vous conduit vers le mystique, et la galerie qui vous conduit vers la question du séculier. Et donc toute la présence évidemment du studiolo de Saint-Jérôme est comprise entre ces deux éléments. Vous avez ici de manière évidemment logique la présence du lion, qui renvoie à la citation de Jacques de Voragine euh, sur la vie de Saint Jérôme, où on raconte que Saint Jérôme aurait retiré une épine d'une patte d'un lion et que ce lion lui serait resté fidèle et l'aurait accompagné toute sa vie. Donc vous avez donc une iconographie traditionnelle de ça. Vous avez évidemment les oiseaux pour la question de la dimension métaphysique, mais ça on en a déjà parlé. La colonnette au centre, qui n'est pas placée au centre, et donc c'est l'oiseau qui devient la figure du Saint-Esprit. Ici, vous avez la présence d'une paire de chaussures qui désigne de manière extrêmement claire le passage entre l'espace du monde et celui de l'étude. Il y a deux espaces, celui de l'étude n'est pas celui du vivant, donc la chaussure est laissée sur le côté. Et vous avez évidemment la représentation, la question des fenêtres. Donc vous avez 3 fenêtres sur le ciel, la question du métaphysique, la question probablement de la Trinité, la question du Saint-Esprit au centre, assez logique de le comprendre sous cette manière-là, et vous avez 2 visées sur le ciel, 2 visées, pardonnez-moi, sur le paysage, un paysage à droite qui est un paysage sans humanité, il n'y a pas d'humain dans ce paysage, qui est donc la représentation du monde du silence, c'est-à-dire du monde sans humanité qui n'est pas perverti par ce que nous sommes, et de l'autre côté, vous avez la grande visée du monde habité, qui est donc la représentation de la tentation et la représentation d'une ouverture vers un autre monde. Le monde, en plus, Antonio da Messine a vraiment dessiné ce... Alors, j'essaierai de vous montrer une image plus précise, là on ne voit pas très bien, mais il y a il y a des chemins, il y a une ville, il y a un cimetière, il y a des cavaliers, il y a des pêcheurs, il y a quelqu'un qui les attend, et devant, au premier plan, vous avez 2 promeneurs avec un chien. On est vraiment sur une représentation très matérielle et très douce d'un monde organisé, mais qui est un monde qui appartient à la sophistication du quotidien, mais qui n'appartient pas au monde de l'étude, qui est un monde de l'oisiveté et qui n'est pas un monde de l'étude. Et donc qui représenterait, on est du côté de la tentation, puisque sur la partie gauche, on serait plutôt sur le côté de la tentation, tandis que la partie droite de la peinture serait du côté de la question, celle du soin et celle de l'étude. Voilà pour ce qui est du fond. Ensuite, il reste la dernière zone à comprendre, c'est la question de l'espace central. Et là, l'espace central présente énormément d'objets et énormément de problématiques. Alors, premier espace à comprendre, c'est que le studiolo, il faut le comprendre comme une sculpture. Il est présenté comme une sculpture. À cet endroit, je vous renvoie à la possibilité de regarder l'œuvre de Raphaël Zarka, artiste contemporain qui a refabriqué en bois cet objet et qui en a fait effectivement un dispositif sculptural. Alors ensuite, si on rentre dans le détail de cet objet, qu'est-ce qu'il y a sur l'objet? Premier objet que vous avez à l'extrême gauche, vous avez un chat. Un chat qui a une particularité d'être un peu spectral. Il est presque en transparence. Alors, ce qui est probablement voulu, enfin du moins je le suppose, ça peut être aussi un hasard, mais en tout cas il est assez spectral. Le chat représente quoi? Représente de manière systématique dans l'iconographie chrétienne la pulsion sexuelle. Donc il est à la fois ici, il est relativement transparent et surtout il est dans une position de repos qui présupposerait évidemment pour l'iconographie de Saint-Antoine que le désir et la pulsion sexuelle aient été maîtrisés et soient maîtrisés. Et du coup, c'est assez logique que vous ayez ici et ici les 2 figures qui représentent sur la partie gauche la figure de la tentation par la perdrix et l'instabilité, le désir sexuel par le chat et le désir du séculier et du divertissement par la fenêtre qui s'ouvre. Qu'est-ce que vous avez ensuite? Vous avez ensuite un pot qui est ici. Alors après une analyse, je ne suis pas le seul à le voir, hein, mais après une analyse assez précise, c'est un pot en mayolique qui contient des œillets
Le yen, c'est très simple, hein, le yen depuis l'Antiquité a la valeur de la fidélité et la représentation de la fidélité. Extrêmement simple. À côté, vous avez un second pont mayolique avec un petit arbre qui représente, vous avez ça dans quasiment toutes les annonciations du XVe siècle, ça représente ce qu'on appelle un hortus conclusus, ou la forme de l'hortus conclusus pour la Vierge, c'est-à-dire la représentation du jardin clos et de la question de cette capacité que nous avons à dominer et maîtriser le monde et la représentation du monde. Sur cette partie-là, vous avez un coffre. Sur le coffre, vous avez le chapeau cardinalis, donc, qui est encore un des éléments qui identifie Saint-Antoine. Saint-Jérôme, pardonnez-moi, pas Saint-Antoine, et qui représente évidemment ici les deux fonctions, la fonction de la vie privée et la fonction de la vie publique. La vie publique est officielle, elle est énoncée. La vie privée est cachée, elle est dans le coffret. Au centre, donc pile au centre du tableau, puisque je vous rappelle que c'est absolument pile sur le dispositif, vous avez donc l'action du tableau qui représente donc Saint Jérôme dans une position particulière. Saint Jérôme qui est en position de lecteur. Habituellement, Saint Jérôme est en position d'écriture, puisque Saint Jérôme est reconnu comme père de l'Église, parce que Saint Jérôme est le fondateur du concept de la traduction, c'est le père de la traduction, c'est le père de l'herméneutique, et c'est aussi en fonction le père de ce qu'on va appeler l'humanisme. Il est toujours représenté dans une fonction d'écriture. Ici, il n'est pas représenté dans une fonction d'écriture, puisque l'encrier sur le côté ne nous en sert pas. Il est représenté en fonction de lecteur. Et c'est extrêmement important parce qu'il ne faut jamais oublier une chose qui est essentielle, c'est que Saint Jérôme, qui vit à la fin du 4e et au début du 5e siècle, puisque Saint Jérôme meurt en 420, Saint Jérôme est un petit peu plus âgé que Saint Ambroise, et on est au moment de l'histoire de l'humanité où on invente ce qu'on appelle la lecture silencieuse. On invente ce concept particulier qui fait que nous sommes en mesure de lire dans notre tête et pas de lire à haute voix. Et qui va devenir après, cette lecture silencieuse, qui va devenir le syndrome absolu de ce qu'on appelle la forme de l'étude et la représentation de l'étude. Donc, extrêmement important de comprendre cette question-là. Et qui donc devient, à partir de ça, on est en 1474, ça devient effectivement la figure symbolique de l'humanisme de la Renaissance. Ici, vous avez le papier accroché. Alors, le papier accroché, il est illisible, alors probablement volontairement illisible, pour une question de déplacement des enjeux de la signature, mais qui représente donc de la part de Saint-Antoine à la fois la question de la signature et la puissance du commentaire. Vous avez ici deux objets très compliqués, mais alors ça a fait gloser de l'encre depuis toujours. Vous avez deux patères, dont une qui est occupée. Elle est occupée avec un tissu. Un tissu relativement blanc avec deux bandes. Alors, vous avez un nombre incalculable d'hypothèses sur ce tissu. Bon, peu importe. Moi, j'en retiens une et je suis plutôt du côté de cette hypothèse. Je considère que cet objet est celle de ce qu'on appelle, donc dans la tradition chrétienne, ce qu'on appelle une étole, et dans la tradition juive, ce qu'on appelle un talit, qui est ce tissu blanc bordé que l'on porte, que l'on met avec soi, et que cet objet représente la visée de la prière, et qu'il est précisément à un endroit qui permet de couper la ligne entre la ligne de la tentation, qui est la partie gauche du tableau, et Saint-Antoine. Au centre, il y aurait cette étole, qui est l'étole que Saint-Antoine devrait porter pour pouvoir accéder à la prière. Et je pense que c'est cette chose qui fait la jonction entre la dimension de la prière et la dimension de l'étude. Ensuite de ça, vous avez sur la bibliothèque une série de livres ouverts et fermés. Vous avez beaucoup de livres ouverts, et vous avez même ici un livre qui est encore empaqueté. Les livres étaient emballés dans du tissu, parce que le livre est un objet précieux, et donc vous les avez dans tous les états, dans les états pour le transport, dans les états fermés et dans les états ouverts. Le livre est fondamentalement ouvert, et c'est vraiment la question centrale, on en reparlera dans quelques instants, la question du dévoilement, et que le processus de l'écriture et le processus de la lecture est un processus central pour le dévoilement et le dévoilement du monde. Et puis vous avez dans les objets, qu'est-ce qui reste encore? Vous avez l'encrier, la forme du rédacteur, etc. Vous avez deux lampes éteintes qui sont ici, qui sont à la fois le symbole de l'étude et le symbole de l'économie. Vous avez les boîtes. Alors, vous avez plusieurs boîtes. Vous en avez une ici, vous en avez deux là. Vous en avez une troisième ici. Les boîtes sont le symbole, évidemment, depuis toujours de la question de la mise en ordre du monde. Elles sont cette dimension cosmétique du monde et sa mise en ordre, sa mise en configuration. Vous avez des pots qui probablement renvoie à la question du pharmacone et probablement renvoie à cette question du soin, la nécessité par la prière et par l'expérience
de prendre soin et d'apporter une possibilité du soin à l'humanité. Vous avez encore ici une clé, qui est la figure relativement très traditionnelle de la question de l'herméneutique, c'est-à-dire la puissance du commentaire et décrypter le commentaire. Vous avez ici, extrêmement important, vous avez un vase transparent. Alors le vase transparent, c'est deux figures habituellement. Soit c'est la figure de la virginité de la Vierge, puisque le vase est transparent, mais il laisse traverser la lumière. Donc c'est la figure de l'incarnation, enfin de la Vierge. Mais c'est aussi la figure de la création du monde et de la Tzimtzum. C'est-à-dire c'est un objet qui est transparent, qui se fait traverser par des intentions. Et à partir de cette traversée d'intentions, ça configure évidemment d'autres mondes. Donc là, vous avez probablement la clé, une partie des clés métaphysiques de cet objet. Et puis enfin, vous avez en haut un crucifix. Bon, ça c'est à peu près logique. Un crucifix, et au-dessus, vous avez du papier. Les livres sont ici, le papier est ici, qui est évidemment la question et l'achèvement, si vous voulez, des strates dans l'organisation de la bibliothèque, et ça finit par le papier, c'est-à-dire ça finit par le travail. Vous avez en dessous l'étude qui est je lis les textes, et au-dessus vous avez le papier, et donc le papier vient après parce qu'il y a une sorte d'ordre de tout ça. Alors, jusque-là, on est sur une lecture relativement traditionnelle, très historique de cet objet, à partir de la structuration que je vous ai faite de ce bazar. Voilà. Donc, vous avez ces 4 points qui ouvrent, etc. Vous avez ces éléments, etc. Ce qui me permet, à partir de ça, de produire cette figure. C'est-à-dire que on va ouvrir le carré et on va le déployer des deux côtés. C'est-à-dire un déploiement de la structure qui va venir vers le bas du tableau. Alors pendant longtemps, je me suis dit, merde, ça ne marche pas parce que c'est en dehors du tableau. Et le déploiement supérieur, en fait, je me suis dit aussi, ça ne marche pas parce que ça ne touche pas le cadre. Et puis j'ai continué de réfléchir autour de tout ça jusqu'à ce que je me rende compte, et c'est l'hypothèse que je vais essayer de vous fournir aujourd'hui, l'hypothèse qui, non, ne vaut pas ce qu'elle vaut, parce que je pense qu'elle a un intérêt. Il y a juste un truc que j'arrive pas à prouver entre les deux, mais c'est pas grave, ça fait partie aussi du travail de l'iconologie, c'est-à-dire d'inventer des hypothèses et de les produire. C'est que normalement, la forme que vous avez devant les yeux devrait être en mesure de vous évoquer quelque chose dans l'histoire de l'art. Et ce que cette forme est, eh ben, c'est simplement ce qu'on appelle une séphirote. La séphirote est une des grandes constructions de la Kabbale, qui est une sorte de construction où il y a 10 éléments, et 10 éléments qui se lisent à la fois du haut vers le bas. Quand vous les partez du haut, vous partez de la création, et vous partez toujours dans ce sens-là, et vous allez jusqu'à la réalité matérielle, qui est le chemin du divin. Jusque-là, c'est à peu près logique. Et si vous le faites à l'inverse, vous y allez comme ça prend exactement le sens des escaliers, qui est sans doute un des indicateurs que c'est bien le sens de la lecture du truc comme une séphirote, et vous remontez jusqu'au point final, qui est le point de la contemplation ultime. Alors, ce qui est compliqué avec cette hypothèse, c'est que je n'arrive pas à trouver de traces d'une relation qu'Antonello da Messine pourrait avoir eue avec une culture juive ou une tradition de la lecture de la Kabbale. On est à la fin du XVe siècle, il y a une diffusion flagrante de la théorie de la Kabbale un peu partout en Europe. Il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas accès à ça. En tout cas, ça pose un certain nombre d'hypothèses sur cette question-là. Et donc, en dernier, je me permets de vous proposer, donc, sur ce schéma qui est fait de la structure du tableau, je peux y apposer en fait le schéma complet d'une séphirote, et ça donne ça. Et à partir de ça, vous avez donc j'ai rempli à partir de ça tous les éléments qui constituent donc les 10 séphirotes. Donc chaque séphira est notée et qui constitue un ordre donc dans les deux sens de lecture, c'est-à-dire depuis le bas, depuis le haut. Et donc vous avez les 3 séphirotes du centre et les séphirotes cachées qui sont la fondation de la conscience et la connaissance, qui sont à peu près logiques dans le schéma que vous avez. Et puis après, vous avez les séphirotes qui vont dans ce sens-là et qui partent de la réalité matérielle, le savoir-faire. Alors ça tombe bien puisque vous l'avez pile au-dessus de ça, ce qui serait assez logique, qui passe vers le savoir-faire technique, qui serait une manière en fait d'intégrer la puissance d'Antonello comme signature du tableau, puisqu'il y a un savoir-faire technique qui constitue la structure et la fondation du studiolo et la structure du tableau. Vous passez ensuite à la question de la vocation. Ça tombe bien parce qu'on est là où il y a le lion. C'est le moment où saint Antoine découvre sa vocation et c'est ce moment où il prend acte de cette mesure du soin comme figure générale du monde, etc. On passe de l'autre côté à la 1, 2, 3, 4, 5, à la 6e séphirote, qui est la question de la réparation. Alors, qui tomberait relativement juste pile entre ce moment, entre l'acte de l'étude
et la question du monde de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y a une réparation à produire entre les deux, il y a quelque chose à réconcilier entre les deux espaces. Vous avez la fameuse séphira cachée, ou celle qui est toujours en arrière, qui est celle la plus importante, qui est la connaissance, qui s'appelle Dahat, qui est donc cachée derrière. Et vous avez enfin celle, l'avant-dernière, qui est Chokma, qui est celle qui constitue la question du soin, qui est assez importante sur ici, parce qu'elle est pile là où il y a le lion. C'est cette question du soin, et c'est la mesure, la fin, on est là où il y a le papier, on est entre la dimension entre le livre et le papier. Et puis la dernière séphira, qui est Keter, et qui est ici donc au centre, qui est donc la compréhension, et puis celle qui est la dernière, qui est là au-dessus du Saint-Esprit, etc., qui est ce qu'on appelle la création, ou ce qu'on appelle dans l'adaptation des séphirotes à la pensée grecque, ce qu'on appelle la poiesis, c'est-à-dire l'acte de création, qui est donc l'acte de création. Si vous êtes en montée, l'acte de création depuis ce que nous sommes, nous humains. Si vous êtes depuis Dieu, c'est le départ de la création, et à partir de ça, vous allez jusqu'à la réalité. Alors, je me suis très longtemps posé la question si je vous donnais la lecture de cet objet de cette manière-là, parce que c'est une lecture qui est un peu étrange. Je vous le concède, parce que j'arrive pas à la prouver, en fait, cette lecture. J'ai tout essayé, ça fait des mois que je cherche à la prouver, je n'y arrive pas. Ce qui était très étonnant, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Les deux lectures fonctionnent parfaitement. Il y a une cohérence entre les deux. Je serais pas complètement, c'est pas complètement impossible qu'il puisse y avoir une lecture kabbalistique de ce tableau. C'est pas du tout impossible. En tout cas, voilà, ça me permet de vous proposer deux lectures de cette peinture, qui est une peinture historique, qui est une peinture qui est fondamentale dans l'histoire de ce que nous sommes, qui est ce fameux Saint Jérôme en son étude, d'Antonio de la Messine, parce qu'à la fois c'est un objet qui fonde ce qu'on appelle la Renaissance, ce qui fonde une esthétique de la Renaissance dans cette structuration de ces espaces de fenêtres sur le monde. Vous en avez plusieurs ici, vous en avez au moins 3 types. Donc la fenêtre du tableau, la fenêtre de l'étude et la fenêtre cosmogonique, c'est-à-dire certes sur le monde et qui permet de saisir le monde, et puis à l'intérieur un fourmillement de références et un fourmillement de dimensions symboliques qui vous permettent de tresser en fait une représentation qui soit une représentation qui est très historique et qui appartient, si vous voulez, à l'iconologie chrétienne et qui appartient à Saint Antoine, encore que vous pouvez retresser des choses, etc. Ou alors, comme je vous la propose aujourd'hui, qui est un truc qui est très étrange, mais qui est la possibilité de voir dans ce tableau, en fait, la structure d'une séphirote, la structure d'une analyse des séphirotes depuis la Kabbale, c'est-à-dire la construction d'un schéma crypté sur la question de la création, puisque ce schéma, en fait, indique ce qu'est le processus de création. Donc soit vous le lisez d'un point de vue métaphysique, parce que ça marche d'un point de vue métaphysique, si vous le lisez de bas vers le haut, vous pouvez aussi le lire comme une sorte de témoignage du processus de création depuis l'expérience d'Antonio de la Messine. Voilà. Voilà pour le petit joujou d'aujourd'hui.